Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur cette conférence intitulée Touche pas à ma supply chain. Donc nous allons être ensemble pendant 45 minutes sur ce sujet ô combien passionnant. Et puis à l'issue de ce que nos experts échangeront, je vous proposerai un petit temps de questions-réponses. En même temps, si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, surtout faites un petit signe, on n'est pas très nombreux. Si c'est interactif, j'ai envie de vous dire, c'est mieux encore, donc n'hésitez pas à la poser. Donc un sujet qui est quand même très large, touche pas à ma supply chain, vous pouvez imaginer plein de choses. Mais en réalité, si on parle de ce sujet, tout de suite, on pense à une entreprise hyper connectée qui s'appuie sur de nombreux partenaires, sur de nombreux prestataires. Et quand on est dans ce cas, et je le pense, vous l'êtes toutes et tous, la sécurité devient l'affaire de tous. Ce n'est plus seulement l'affaire d'une des parties, c'est l'affaire de l'ensemble de l'écosystème. Vous le savez, attaquer le maillon le plus faible d'une chaîne de sécurité pour la briser, c'est le B.A.B. de l'attaque informatique. Attaquer un prestataire, attaquer un sous-traitant pour rebondir et pénétrer le système d'information de la véritable cible, c'est devenu quelque chose d'extrêmement courant. Alors nous allons voir lors de cette conférence comment traiter le sujet d'invités numériques qui sont parfois pas ceux qu'on a invités, mais qui sont peut-être arrivés avec les véritables invités. J'entends l'ensemble de vos suppliers. Alors nous verrons bien évidemment quelles sont les menaces sur cette supply chain, quelles sont les conséquences de ces menaces, comment traiter ce risque. Et pour ce faire, on a un formidable plateau. Nous avons 3 experts de la question que je vais rapidement vous présenter. Tout d'abord, Christophe Charbonnier. Alors, Christophe est le DSI du groupe Massa. Alors, pour tous ceux qui rêvent de savoir ce qu'est Massa, Massa, c'est un groupe familial français de 300 personnes environ qui est spécialisé dans l'entretien et l'équipement auto. Voilà. Et Christophe, en plus d'être le DSI de ce groupe, il est également vice-président pour les Alpes-Maritimes du club informatique Provence-Méditerranée. Alors pour toutes les personnes du secteur, n'hésitez pas à venir rencontrer Christophe et à adhérer au club si vous n'en êtes pas encore membre. Ensuite, nous avons Sébastien, à l'autre bout, Sébastien Geoffray, qui est directeur des activités cybersécurité chez Capgemini. Alors, Capgemini, je pense que vous connaissez. C'est une société française qui est une très belle société française dans le conseil, l'ingénierie, les services technologiques et qui accompagne depuis maintenant 20 ans toutes sortes de clients de toute taille. Et enfin, au centre, nous avons Guillaume Sagorio. Donc Guillaume, ses fonctions, c'est le RSSI de France de Decathlon. Alors Decathlon, c'est une marque là aussi que vous connaissez. C'est le sport, c'est beaucoup de magasins, plus de 1500 magasins qui sont répartis dans de nombreux pays, 78. Et Decathlon, c'est son credo, c'est rendre le sport accessible à tous. Voilà. Sinon, c'était à fond la forme aussi. Si je me souviens bien, je ne sais pas si c'est toujours... si c'est... d'accord, ok. Donc voilà notre panel d'experts qui est réuni pour parler de ce sujet. Alors, petit cadrage, petit sujet de définition au départ, supply chain, quand on en parle... à quoi fait-on précisément référence? De quoi parle-t-on? Est-ce que c'est toute la chaîne qui va de la production au transport jusqu'à l'acheminement? En réalité, on a eu une vision un peu plus large du sujet quand on en a échangé entre nous, puisqu'on parle d'un écosystème plus large. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut s'exprimer sur cette définition sur laquelle nous nous sommes accordés, et ce, pour pouvoir traiter l'ensemble de la problématique des risques que peuvent poser ces partenaires. Je vois que... Je me suis repris. Voilà, je t'en prie. Oui, effectivement, bonjour.
Quand on parle de supply chain IT, en tout cas de notre point de vue, on va parler de la gestion des tiers de manière générale. Donc c'est pas uniquement tout ce qui est dans la chaîne d'approvisionnement physique, mais globalement tous les tiers qui vont avoir une forme d'interopérabilité avec les systèmes d'information des organisations. On peut penser à Infogéreur évidemment, mais également à tout autre partenaire, fournisseur qui va avoir ces interopérabilités. Donc supply chain, fournisseur d'IT ou de services IT, mais pour vous autres, c'est également tous les autres fournisseurs qui concourent à la production, j'ai envie de dire. Oui, oui, tout à fait. Fournisseurs de services IT, certes, mais fournisseurs aussi tout court. Dans notre cas où on négocie, il y a par exemple les transporteurs, qui sont des fournisseurs aussi, qui sont très nombreux dans notre cas. Et effectivement, tous les gens qui interviennent, j'irais même jusqu'à parler des clients aussi, parce qu'on peut être aussi interconnecté avec les clients. C'est bizarre de dire que les clients font partie de la supply chain, mais quelque part, on est interconnecté avec eux aussi. D'accord. Oui, si tu veux compléter, oui. On a un grand nombre de fournisseurs de solutions de type SaaS. Donc ça aussi, en tout cas, moi, je les inclus dans cette chaîne de valeur. D'accord. Donc en termes de définition, vous voyez qu'on a une approche finalement très large de notre supply chain, les services IT, les services non IT et tous ceux qui sont dans l'écosystème de l'entreprise. Alors moi, la question, Christophe, quand on est dans une très grosse PME, est-ce qu'on fait un état des lieux, une cartographie de tous ces tiers qui composent la supply chain ? Hélas, pas vraiment forcément. Parce que c'est un peu la vie courante de l'entreprise d'avoir des tiers qui arrivent, qui partent. Alors les tiers IT, oui, on fait un état des lieux, on a un suivi. Mais c'est quand même pas hyper facile de suivre vraiment toute la vie de l'entreprise partout, toutes les interconnexions qu'on peut avoir partout. C'est pas facile aussi de maîtriser 100% de la shadow IT, où il peut y avoir effectivement un logiciel SaaS comme ça, tout d'un coup, qui survient. Donc ça, c'est pas facile, même si je pense que quand même toute la démarche RGPD nous a aidé quand même à essayer de recenser tous ces acteurs avec qui on avait, puisqu'on avait quand même un peu l'obligation de les notifier, de les relever et de s'assurer au moins sur les données personnelles ces choses-là. Donc c'est peut-être pas l'intégralité, mais ça initie une démarche. D'accord, donc une démarche engagée. En ce qui te concerne chez Decathlon, chez quand même le leader peut-être du sport français, le leader du sport français, est-ce que toi tu as fait ce travail d'identification de tes tiers qui sont plus particulièrement critiques pour ton SI ? Oui, moi j'ai fait une prise de poste l'an dernier et donc les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Il y avait pas c'est un poste qui n'existait pas, RSSI France, et donc je suis parti de rien. Donc la première étape, ça a été de me baser sur l'identification de mes processus métiers. Et par rapport à ces processus métiers, d'aller faire le tour des popotes pour commencer à faire mon inventaire. La partie IT, évidemment, on a la vision budgétaire, donc c'est assez simple. Par contre, le reste, ça va se faire au fil de l'eau, donc ça prend du temps. Oui, du coup, je suis curieuse. Quand on arrive, il y a un an, quand on commence cette démarche, on en identifie combien et on s'attend à combien de prestataires critiques pour le SI ? Je pense que le mieux, c'est de s'attendre à rien. D'accord. Mais de se focaliser sur les processus critiques. Je pense que c'est déjà un bon point de départ pour savoir de quoi on parle. Et surtout, moi, ce qui m'a servi, c'est d'aller voir des services en interne à l'entreprise, les achats, le légal, le DPO également, qui sont souvent source d'informations par rapport à l'existant, qui avait évidemment un historique plus important que le mien chez Decat. On en reparlera parce que c'est un point quand même extrêmement important. Le fait que ce type de choses, on ne le fait pas seul et on le fait bien avec la communauté et avec les métiers. C'est vraiment un sujet sur lequel vous aviez tous les trois insisté lors de la préparation. D'accord. Parlons peut-être des attaques sur la supply chain. Et du coup, Sébastien, est-ce qu'on a quelques attaques un peu emblématiques qu'on pourrait avoir et qui permettent d'illustrer les conséquences que celles-ci peuvent avoir sur une entreprise ?
Alors oui, malheureusement, il y a un certain nombre de cas historiques d'attaques sur la supply chain comme NotPetya ou plus récemment SolarWinds, notamment sur la compromission de logiciels de prise de contrôle à distance. Mais il y a aussi des choses plus spécifiques qui vont rentrer, je pense, dans les discussions qu'on aura après. Alors sur tout ce qui est la chaîne de développement et d'intégration continue, avec récemment la compromission d'un logiciel de test de code utilisé par les développeurs qui s'appelait CodeCov et qui embarquait des paquets malveillants. Il y a aussi des choses qui ont impacté des systèmes de sécurité industrielle, donc avec des impacts physiques, pas uniquement cybersécurité sur des systèmes d'information, mais sur de la sécurité d'industrie et avec des impacts environnementaux. Alors il y a un cas sur un système de chaîne électrique qui s'appelle Triconex, qui était un système d'arrêt d'urgence pour notamment l'industrie pétrolière, qui a été corrompu au niveau de son code source et qui a eu des impacts notamment en Arabie Saoudite et qui aurait pu avoir des vraies problématiques de sécurité physique en l'occurrence. Juste du coup, une question que je me pose, est-ce que ce sont des attaques qui sont véritablement ciblées ou pour le coup ce sont des attaques voilà, plus sur un effet d'opportunité, enfin... Alors là en l'occurrence ce sont des attaques ciblées, donc ouais, avec sur, des choses qui ont qui sont menées par des groupes APT en l'occurrence, des gens qui ont une organisation et des buts assez globaux. Maintenant il y a pour des environnements plus lié à de la cybercriminalité, un certain nombre d'attaques traditionnelles de phishing pour ensuite prendre du contrôle de logiciels de contrôle à distance qui sont utilisés dans toutes les entreprises et ensuite l'implémentation de ransomware. Et donc on a des exemples de tout un tas de PME ou de TI ou de plus grosses entreprises qui ont été victimes de ce type d'attaques qui sont pour le coup peu sophistiquées et qui relèvent de la cybercriminalité. D'accord, merci. On y reviendra. Du coup, chez Decathlon, est-ce que vous avez eu ce type de choses ou Guillaume, pas depuis que tu es arrivé J'ai pas de... Je sais pas si j'en parlerai plus quand, mais en tout cas, depuis que je suis arrivé, on n'a pas eu de gros incidents, je touche du bois. Néanmoins, avec les Jeux Olympiques qui arrivent et pour lesquels Decathlon est partenaire, vous êtes vigilant. Voilà, on sera plus exposé, donc on voit déjà une recrudescence des attaques. Donc oui, on n'a pas forcément identifié d'acteurs qui en voudraient particulièrement à Decathlon, mais ça pourrait changer. Christophe, de votre côté, dans votre entreprise, oui. Ou du coup au niveau de la région, puisque vous avez cette vue un peu 360 par le club. J'ai déjà une vue dans l'entreprise, oui. On a eu effectivement un de nos fournisseurs, un transporteur qui s'est fait compromettre et où certains comptes mails ont été pris et où il y a donc des équipes internes ont reçu des mails légitimes, vous voyez comme légitimes puisque venant de leur correspondant habituel, qui leur disait tiens voici je sais pas quoi le relevé, la liste des colis qui n'ont pas pu être livrés, vas-y clique dessus, donne-moi ton mot de passe, etc. Enfin, du phishing classique. Donc phishing qui est difficile. Qui passe par un sous-traitant et c'est vrai que c'est pas des choses faciles à mettre dans la sensibilisation. On essayait de sensibiliser les gens avant, mais c'est vrai que là c'était un peu, ça n'a pas eu de conséquences, ça a été quand même intercepté, mais on est passé pas loin de ça, c'est passé pas loin quoi, parce que c'est assez dur pour un utilisateur de base de voilà, pour lui c'est quelqu'un de légitime, c'est sa correspondance, c'est sa bonne adresse mail, il y avait pas trop de fautes, il y avait pas trop de texte, c'était pas facile à dépister quoi. Donc il y a quand même ce facteur-là qu'on a connu sur la région. J'ai pas d'exemple particulier sur des choses qui passeraient par la chaîne logistique. Du coup, Sébastien, en termes de quantification, est-ce que c'est véritablement la nouvelle menace? Parce que du coup, en préparant la table ronde, j'ai vu qu'il y avait énormément d'articles qui parlaient de cette attaque via la supply chain. Ou alors c'est juste une diversification des moyens pour accéder à son but. C'est pas une nouvelle menace, mais c'est une menace qui est passée qui augmente. À l'échelle, en l'occurrence, et qui touche désormais tout le monde et toutes les organisations. En termes de quantification, c'est assez difficile à déterminer. Il y a quelques chiffres qui circulent. Alors, on parle de, par exemple, en 2023, 43 milliards d'euros au niveau international en termes d'impact liés à ce type d'attaque. Ce qui est intéressant aussi, c'est les projections qui sont faites notamment par l'ANSSI ou par d'autres organismes qui mentionnent
en termes d'anticipation qu'une entreprise sur deux peut être victime dans son cycle de vie de ce type d'attaque. Et pour entrer dans des considérations plus techniques ou plus spécifiques, on voit c'est un nombre d'études qui notent une croissance, alors, par exemple sur des sites open source, de la mise en place de paquets corrompus de plus d'un tiers l'année dernière. Du coup, oui, ma question, c'était sur les modes opératoires. Parler de l'open source, quels sont les modes opératoires ? Christophe a évoqué un autre sujet. Est-ce que vous avez une petite vision à partager des modes opératoires qui deviennent les plus courants en la matière ? Alors, Christophe a partagé un certain nombre des modes opératoires assez Ouais. traditionnels. Ouais. Là, on parle effectivement de modes opératoires sur des chaînes d'intégration continue, donc de la compromission de logiciels et parfois de modes de distribution de logiciels. Il y a un mode opératoire qui est assez classique aujourd'hui, qui est la compromission aussi des systèmes d'accès distant entre des partenaires, qu'ils soient sous-traitants, fournisseurs, clients. Et il y a des choses assez aussi élémentaires, mais de la compromission de Wi-Fi mal sécurisé. La multiplication d'objets connectés fait aussi qu'on peut avoir... l'IoT ce type de est choses. un... D'accord. De la même manière, Des modes c'est opératoires une qui sont porte de plus en plus d'entrée assez formidable. Tout à fait. D'accord. Je pense aussi qu'on a aussi toutes les... Nous, on a de plus en plus d'API entre les gens, et les API, on sait que c'est un point de fragilité. Et c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui est compromis, forcément, je pense que par extension, il va essayer de se répandre un peu comme une toile d'araignée, quoi. Qui sont les attaquants ? Les attaquants, Vous avez parlé d'un certain nombre d'attaquants dans les exemples que vous avez donnés. Il y a toute la partie délinquance, il y a toute la partie plus étatique quand il s'agit de certains types d'attaques. Mais est-ce qu'on a une idée d'où viennent-ils, qui sont-ils ? C'est toujours la question qu'on a tendance à se poser. Mais est-ce que véritablement on arrive à faire un petit panorama de ces attaquants ? Sur la cybercriminalité, le panorama, il est très large. Sur des APT, il y a des notions d'attribution sur certains pays. Après, ce qui est intéressant aussi à réfléchir, c'est que on a ces grands groupes qui, par exemple, peuvent avoir des objectifs de déstabilisation, mais à des niveaux plus sectoriels, on se rend compte qu'il y a aussi un certain nombre d'attaques liées à de la concurrence ou internationale, d'ailleurs, des choses très ciblées sur des secteurs d'activité plus ou moins sensibles, mais qui sont liés plus à des objectifs économiques. Oui, bien sûr. Et du coup, et après je vais passer la parole à Guillaume et à Christophe, si je continue, quelles sont les conséquences pour les entreprises, pour vos clients qui sont victimes de ce type d'attaque via la supply chain ? Les conséquences sont les mêmes que... Oui, les conséquences sont les mêmes. Donc il y a une conséquence financière, il y a des conséquences de disponibilité d'accès à des données et de réel blocage dans la continuité des opérations. Il y a aussi des conséquences de perte de savoir-faire. Quand sur des systèmes industriels, vous effacez des bases de données avec des choses qui étaient rentrées à la main et que personne ne peut reconstruire, il y a un savoir-faire qui est perdu. Il y a des avantages compétitifs quand vous perdez ou quand vous avez une fuite de données sur des éléments commerciaux sensibles et stratégiques pour une entreprise, notamment pour des PME, ça a un impact qui est assez important. Et tout ça mis bout à bout fait que on peut considérer qu'en moyenne, mais ça c'est valable pour beaucoup de cyberattaques, il y a une entreprise sur deux, notamment une PME sur deux, qui finit par cesser ses activités dans les 2 années après une cyberattaque. Du coup, réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit Sur 2, c'est beaucoup. Après, surtout quand on s'appelle Decathlon et que la visibilité... Plus pour des PME. Et c'est, voilà. Non pas que les PME soient plus à l'abri, mais en tout cas la visibilité... Donc voilà, par rapport à ce que tu as dit, d'identifier qui sont nos potentiels attaquants, nous aujourd'hui, en tout cas moi je ne me pose pas forcément cette question. Cette question, c'est déjà savoir quel est mon SI, comment je peux faire en sorte de sécuriser les évolutions de ce SI, et tout en traitant le legacy. Et là, pour le coup, on a des outils qui nous permettent d'identifier ce legacy, et l'idée, c'est de prioriser ce legacy pour le faire rentrer dans les clous. Et du coup, Guillaume, est-ce que tes dirigeants ont bien conscience de ce risque qui peut arriver via les tiers, via les fournisseurs ? Parce que
il te demande peut-être si tout est au carré chez toi, enfin au niveau de Decathlon, si tout est maîtrisé, mais est-ce qu'il a conscience que la maîtrise, elle doit être plus large? Nous, Decathlon, ça s'est créé, c'était trois gars qui sont partis à la pierre au fusil. Donc, c'est toujours dans l'ADN de la boîte. Donc, c'est à fond la forme, comme tu l'as dit. Et donc, c'est souvent plus vite que la musique. Donc, il faut les acculturer. Ça prend du temps, c'est de la sensibilisation. Et c'est d'où l'importance de ce qu'on a dit en amont, d'avoir des partenaires, des gens qui sont impliqués dans le process d'approvisionnement, d'achat. Pour essayer de faire en sorte que, qu'importe le point d'entrée d'une demande, quand ça apparaît au grand jour, qu'il y a des bons canaux d'échange qui permettent de faire rentrer la solution dans les clous. Et chez toi, Christophe, quand on est dans une PME, on est forcément plus proche du dirigeant. On peut plus facilement peut-être aller le voir dans son bureau pour évoquer ce type de sujet. Est-ce ton ou tes dirigeants c'est un vrai ont point commun avec Decathlon. On peut leur parler, ils vont comprendre, mais la rapidité, cette culture, elle reste là. On va pas travailler avec ce fournisseur parce qu'il n'est pas bien organisé informatiquement. C'est plus qu'une acculturation. Hein. C'est un changement vraiment de logiciel, de dire tant pis, c'est le meilleur fournisseur, il va nous fournir la meilleure chose. Mais il n'est pas bien sécurisé, on n'y va pas, ou on y va quand même. On y va quand même. Et dans ce cas-là, on y va quand même. Mais est-ce qu'on demande quelque chose à son fournisseur? Est-ce qu'on voit avec lui quelle feuille de route il peut mettre en œuvre? Ou est-ce que c'est pas possible? Nous, l'acculturation, elle est venue. On en a parlé plutôt par l'inverse. On a travaillé avec un grand acteur qui lui, pour travailler avec nous, nous a donné le bottin. Il faut respecter tout ça comme process. Là, je suis allé les voir, je leur ai dit, il faut embaucher, il faut doubler le service, quoi. On ne sait pas faire. Évidemment, mais ça a donné quand même un signal à la direction en disant, ah oui, il y a des gens qui exigent que pour travailler avec eux, on respecte un minimum. Alors évidemment, l'histoire est qu'après, quand même, on a eu un RSSI qui était intelligent, qui nous a débriefé un fichier Excel avec une trentaine de mesures indispensables à avoir et qui a allégé le truc. Mais c'est aussi par ça que ça va arriver. Je pense qu'on parle aussi en ce moment beaucoup de NIS 2. Je pense qu'aussi NIS 2 va diffuser aussi à travers toutes ces choses-là, ces bonnes pratiques, et que cette mentalité de l'attachement entre deux partenaires dans la chaîne logistique, elle va venir aussi par toutes ces réglementations qui vont arriver. Qui vont vous aider. Ouais. Du coup, ça va pas seulement être vu sous l'angle de la contrainte, mais également... Après, moi, je complète ce que tu dis. Effectivement, j'ai vu dans d'autres boîtes également l'habitude de donner un fichier long comme je sais pas quoi, et déjà, il faut que les gens le lisent. C'est comme les contrats. Moi, j'ai vu des contrats qui étaient signés, et les partenaires n'avaient même pas lu. Donc, d'où on revient à la base, c'est concrètement le partenaire, quelles données il va manipuler, en quoi il est critique pour mon activité. Et si j'estime que c'est un partenaire critique, je peux utiliser des outils qui vont me permettre d'évaluer sa sécu. Et aussi, je peux faire le choix de me dire, il est peut-être en décalage par rapport à moi, à ma politique de sécu, et l'accompagner pour monter en maturité si j'estime qu'il a un avantage compétitif. Du coup, comment tu codes ton risque? Comment tu fais? Nous, on a une approche assez basique. Par rapport aux données qui vont être manipulées. Nous, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est les données de nos clients. D'accord. C'est le principal critère. Mais est-ce que l'un et l'autre, vous avez été amenés à mettre en place du coup des clausiers sécurité dans le cadre des contrats, que ce soit pour de l'IT ou du non-IT? Oui, on le fait. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ce clausier sécurité, c'est pas je l'envoie et je me contente d'analyser le retour. Si, suivant la criticité du partenaire, je vais l'accompagner d'un échange téléphonique et peut-être d'un point de suivi plus régulier pour vérifier que soit c'est bien tenu, les engagements, soit que par rapport à la roadmap sécu que le partenaire a prévu d'implémenter, il suit bien cette roadmap, quoi.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ces questionnaires Excel d'assessment de risque cybersécurité et les clauses de sécurité sont aujourd'hui une photo qui est valable au moment où on l'a fait. Et qui, en plus, pour certaines organisations, est difficile à implémenter parce qu'il n'y a pas cette organisation et cette maturité cyber. Et ce que disait Christophe est très vrai. Parfois, on a des fournisseurs, des clients qui demandent à leurs fournisseurs des choses qui nécessiterait un doublement d'effectifs ou des budgets sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette intégration de l'écosystème, pour maîtriser le fait que c'est pas juste une photo et que ça va être mis en place, d'avoir la démarche qu'a Guillaume, d'accompagner aussi ses fournisseurs sur l'écosystème. Il y a des initiatives, notamment dans l'aéronautique, je crois que ça s'appelle Air Cyber, où les grands fournisseurs, les grandes organisations que sont Airbus, Thales, etc., ont mis en place des choses qui permettent de partager à leurs sous-traitants des bonnes pratiques, du contenu, comment faire de la sensibilisation. Et de la mise en commun de ces analyses de risque. D'accord. C'est ça. Et pour aussi partager un framework qui soit commun à tout le monde, faire gagner du temps à tout le monde et prendre conscience que les problématiques qu'ont vos fournisseurs qui sont plus petits que vous, c'est celles que vous rencontriez il y a quelques années. Et donc, accompagner voir aussi qu'on peut continuer à avoir. Intéressant. Alors moi qui viens du monde de l'assurance, c'est aussi quelque chose qu'on pousse avec sous le coup de nouvelles réglementations qui nous arrivent, dont une réglementation qui s'appelle DORA. Et c'est vrai que cette mise en commun des analyses, ça permettrait globalement de faire avancer l'ensemble des entreprises, sachant que sur ces questions-là, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que nous ne sommes pas concurrents. En réalité, ça permet d'éviter d'interroger 10 fois un sous-traitant, chacun de son côté, pour lui faire passer un questionnaire, et puis que chacun puisse ensuite en avoir connaissance et pose les questions éventuellement complémentaires. Un autre sujet par rapport à vous dans vos entreprises, on a évoqué le fait que tout ça, c'était pas tout seul qu'on le travaillait, on le travaille avec les métiers. Comment ça se passe ? Parce que effectivement, il y a toute la partie IT. Tu es le DSI, tu es le RSSI, mais pour tout le reste qui peut s'avérer critique. En général, moi, ça arrive souvent que le contrat arrive devant moi, et ce qu'on me demande, c'est juste de donner mon tampon sécurité. Donc, Et si c'est un no-go ? Est-ce qu'on peut mettre un no-go ? Ça dépend des entreprises, je pense. Après, chez Decathlon, en tout cas, le secteur d'activité, c'est le retail. Je pense pas que la Sécu soit à la table. On n'est pas encore à cette table-là. Ouais. Donc c'est plus au moment où ça arrive sur notre table, on a un devoir de conseil et un devoir d'alerte. Après, in fine, c'est quand même le métier qui aujourd'hui est décideur. En tout cas, chez Decathlon, c'est comme ça. C'est le métier. Ouais. Moi, je pense que beaucoup d'entreprises... Partout pareil, je pense. Ou en tout cas, le no-go doit, j'imagine, être vraiment, vraiment motivé pour que le métier choisisse un autre prestataire quand il y en a. Après, je pense que quand même, tout dépend du fournisseur, mais je pense que vraiment le RGPD a aidé quand même, parce que le fait de devoir inclure les clauses de RGPD dans les contrats commerciaux, petit à petit, fait rentrer dans la tête des métiers qu'il n'y a peut-être pas que leurs conditions commerciales et que leur prix à mettre, ou leur disponibilité à mettre dans les contrats, et qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Petit à petit, on va essayer d'être... Je pense que ça va finir par s'étendre, mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer qu'un contrat commercial, ce n'est pas forcément que des conditions d'achat. Oui, que c'est aussi autre chose et qu'on vérifie aussi autre chose. Qui peut mettre en péril l'ensemble de l'entreprise, sans même qu'on en ait conscience. Donc, gros travail de pédagogie à conduire. Moi, sur les autres métiers, j'ai aussi une anecdote. Les métiers du market, ils avaient pris un logiciel SaaS, puis finalement, on arrête. Mais c'est eux qui pilotaient. En fait, souvent, les logiciels SaaS, c'est un peu compliqué. On nous demande un peu notre avis, mais c'est eux qui pilotent, c'est pas forcément nous. Et ils ont arrêté de travailler avec eux. Et 6 mois après, j'ai un collègue DSI qui m'appelle, il me dit il y a tes clés d'API qui fuitent sur Internet pour l'accès à cette plateforme. On n'y accédait plus. Ils m'ont promis qu'ils avaient effacé les données 6 mois avant, mais je ne sais pas, c'est pas moi qui ai géré ça, c'est le marketing. Ouais. Donc, ce qu'il faut leur faire un recommandé pour leur dire effacez nos données, vous ne travaillez plus avec nous. C'était des données commerciales, pas personnelles, mais bon.
ça fait partie de ces choses. Et quand on parlait de c'est une photo instantanée, les clauses, c'est encore plus une photo parce que peut-être même on travaille plus avec la personne. Le contrat il se casse commercialement. Est-ce qu'on prévient l'IT? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a tout cet aspect-là un peu après et après quoi. Oui, donc il y a un vrai travail pour changer aussi la représentation de ce que peut apporter le RSSI et le DSI dans l'entreprise à faire auprès des métiers, parce que c'est effectivement pas que l'image que certains peuvent en avoir de la personne très sympathique qui vient installer l'ordinateur, qui s'occupe d'un certain nombre de choses. C'est vraiment bien autre chose. Après, moi, je compléterais ce que tu as dit. Du coup, pour moi, aussi notre rôle, au-delà de mettre en évidence les risques au moment pré-contractualisation, idéalement, c'est après d'assurer un service après-vente, et comme tu l'as dit, de remonter ces incidents qui peuvent apparaître post-contrat, etc. C'est important. Oui, bien sûr. Du coup, on a vu quels étaient les risques, on a vu qu'on travaillait tout ça ensemble, mais aujourd'hui, comment vous essayez un peu de vous protéger de ce risque? Comment vous avez renforcé vos dispositifs défensifs? Comment vous essayez de réduire votre exposition? C'est un très bon terme. Réduire son exposition, c'est déjà un risque qu'on n'a pas. On est tous conscients que... Voilà. Donc nous, on a évidemment des briques techniques qu'on essaye d'enforcer, d'obliger nos partenaires à utiliser ces briques techniques. C'est pas toujours possible. Donc après, on a des outils, par contre, je le disais tout à l'heure, qui nous aident à identifier tout ce qui est shadow. Ouais. Et ça, je pense que c'est un élément à pas oublier. Et traiter ce shadow, c'est super consommateur de temps, quoi. D'accord. Christophe? Alors les briques techniques, on n'en a pas beaucoup. Moi, je passe beaucoup par la sensibilisation. Les briques techniques, effectivement, on réduit au maximum, on ouvre le moins qu'on peut, on surveille. On essaye aussi régulièrement de faire le point avec les métiers pour voir s'ils utilisent toujours, si ce fournisseur en commande toujours, si le client commande toujours. Faire un suivi. Voilà, après, c'est pas toujours facile, c'est pas facile aussi quand il y a des systèmes qui sont échangés, on a des mots de passe, on a des clés, tiens, il faudrait les changer, ça fait un an, il faudrait peut-être essayer de voir, faire un peu ce qu'on fait en interne, quoi, parce qu'en fait, c'est compliqué. On doit faire quelque part, quand on est interconnecté avec des fournisseurs, finalement, notre réseau, il est un peu étendu, il est un peu interdépendant avec les autres. Il faudrait faire ce qu'on fait chez soi aussi chez les autres. Bon, on ne peut pas le faire, c'est chez les autres. Et en plus, il y a aussi des problèmes, même ne serait-ce que de correspondants des fois. C'est-à-dire que... Chez les autres, vous n'avez pas forcément... Ça passe par le commerce, d'accord, les correspondants. D'accord. Donc, voilà, toujours pareil. Hein, si demain, il y a... On donne des données à un fournisseur, je vais reprendre un exemple d'un transporteur par exemple, s'il se fait voler les données, il y a des fortes chances qu'il va prévenir son interlocuteur commercial qui a beaucoup de chances de jamais prévenir ni le DPO ni le service informatique. Hein. Oui. Non, mais j'imagine bien. Du coup, est-ce que vous vous êtes organisé en matière de gestion de crise également par rapport à ça? Est-ce que... je sais pas, chez Decathlon, on a des exercices de gestion de crise cyber. Est-ce que le PRA, PCA, tout ça est bien prêt et pas seulement dans des documents? L'aspect résilience, oui. Après, pour être tout à fait honnête, la partie gestion de crise, en tout cas le déploiement à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui est en train de se faire. D'accord. Parce que le premier niveau qui est déjà d'avoir un exercice sur table avec le COMEX, moi c'est quelque chose que j'ai prévu cette année. Ne serait-ce que pour sensibiliser mes dirigeants par rapport à ce sujet-là, quoi. Avant de mettre des exercices de crise super compliqués, venir à la base et expliquer le pourquoi c'est important, je pense que c'est une première étape. Christophe? Moi, je suis à des années-lumière, quand même. D'accord. À des années-lumière. Et est-ce qu'on peut avoir un sponsor de haut niveau sur le sujet, du coup, pour aider? Je pense qu'après, l'idée, c'est pas s'éparpiller. Moi, je reviendrai à ce qu'on a dit en préambule. On part sur le critique et on essaye de travailler des cas d'usage précis. Enfin, moi, on a des petits incidents, mais c'est plus lié à des vulnérabilités chez les partenaires qu'on identifie, soit nous de notre côté directement, soit le partenaire nous en fait part. Et travailler ces sujets-là qui vont permettre de dégager aussi
des patterns plus globaux à la boîte, quoi. Ok. Du coup, Sébastien, en entendant les propos de Christophe et Guillaume, c'est quoi ce que Capgemini conseille à ses clients de faire pour mieux se protéger, pour voilà. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses hein, quand on parle d'embarquer tout l'écosystème qui gère les fournisseurs et les tiers. C'est important d'avoir une gestion commune de ces risques-là avec les directions achats qui connaissent tous les fournisseurs, les métiers qui, eux, connaissent parfaitement et mieux que la DSI et le RSSI les risques opérationnels qu'il y a avec ces différents tiers, et bien évidemment les équipes sécurité qui peuvent apporter leur expertise à ce niveau-là. L'aspect sponsorship est intéressant, donc travailler aussi avec son écosystème pour embarquer sa direction. Dans tout secteur d'activité, on peut trouver des concurrents ou des partenaires qui ont vécu des attaques cybersécurité et qui, pour le coup, maintenant ont un sponsor au niveau parce qu'il y a eu un impact financier. Donc, partager les différentes expériences, c'est important. Passer par pied, comme le disait Guillaume, aussi revenir aux fondamentaux des risques primordiaux et aux fondamentaux cyber et avoir toujours un plan aussi de résilience pour pouvoir maintenir et réagir en cas de crise, et enfin avoir une capacité à se tester, s'améliorer en continu et fournir aussi, offrir à ces tiers la capacité de les évaluer et de les accompagner vers de la remédiation. Ok. Du coup, on a rapidement évoqué le sujet de la réglementation. Est-ce que vous l'avez dit déjà, RGPD, ça a permis d'aider. Et est-ce que les nouvelles réglementations là, qui sont devant nous, on a évoqué Nice 2, ça va permettre d'aller plus loin et de nous faire franchir une marche supplémentaire? Alors, moi, oui, je suis fanat des réglementations. Voilà. Après, encore une fois... Dans certains secteurs qui sont très réglementés, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on est fanat. Ouais. Bon. Après, ça oblige, ça donne un cadre en tout cas. Oui, non, mais je te rejoins. Ça permet de se fixer des trajectoires. Après, si on revient au sujet qui est la supply, peut-être que pas tous nos fournisseurs ne seront soumis à la même enseigne par rapport à cette réglementation. Mais c'est aussi à nous, en tant que clients, par rapport à ces fournisseurs, de les accompagner par rapport à cette démarche continue, quoi. Ouais, donc finalement, toi, c'est de nature. Je le vois plutôt d'un point de vue. Non, mais d'accélérateur. Ouais, accélérateur, absolument. Christophe, est-ce que pour les ETI, les PME, les entreprises de taille peut-être un peu plus petites, la réglementation, est-ce que vous en attendez peut-être de réglementations un peu spécifiques qui permettent aussi de prendre en compte vos contraintes? Alors, la réglementation, c'est compliqué parce que moi, nos patrons, ils vont dire ça y est, encore l'État qui nous fait chier. Ouais. En gros, hein. Oui, non, mais. Et ils vont encore nous mettre des normes, des machins. Donc, c'est à nous aussi d'aller leur expliquer que derrière ces règles un peu pénibles, c'est pour la bonne cause et que ça va au contraire nous faire progresser et nous amener du bien. C'est à nous, dans les PME, dans les ETI, de dire ok, on nous demande ça, mais ça, c'est quand même pour notre bien. C'est pas juste pour nous faire payer des impôts. C'est vraiment pour notre bien. Après, effectivement, mais je pense que c'est ce qu'il y a en France. Je pense que ce soit la CNIL ou l'ANSSI, dans leurs recommandations ou dans leurs conseils, ils appliquent ce que dit Guillaume, c'est-à-dire le pragmatisme, c'est de trouver les plus gros problèmes, déjà de régler les gros problèmes en premier, et puis après d'affiner petit à petit. Et qu'au moins, si on n'a pas les moyens de régler tous les problèmes, c'est de régler les forts enjeux, quoi. Et à votre avis, est-ce que l'ensemble de l'écosystème qui est réuni là, par exemple à Ready for IT, qui se réunit aux assises et dans beaucoup d'autres instances, dans des clubs professionnels, est-ce qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, à travailler ce type de sujet en mode collectif? Moi, je pense qu'il y a un truc qui est très intéressant. Je m'occupe un peu du CIP. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-10 ans, quand quelqu'un se faisait attaquer ou subissait une cyberattaque, c'était caché, c'était la honte, il ne fallait pas le dire, personne ne communiquait, c'était opaque. On commence à voir quand même des gens qui acceptent de témoigner, de faire des retours d'expérience, d'expliquer, et dans les clubs et un peu partout. Et ça, c'est pas mal, parce que ça permet quand même de plus cacher. Et quand on parle de supply chain, ça permet aussi d'éviter que y a un fournisseur, il
il se fait avoir. Et il va surtout pas communiquer. Donc, nous, on est de l'autre bout. Peut-être ça nous a contaminés aussi, mais il nous l'a pas dit, quoi. C'est un peu, je suis malade, mais je le dis pas, donc je contamine tout le monde. Et ça, je trouve que c'est bien que petit à petit la mentalité disparaisse de dire c'est une faute de se faire avoir et on le cache, on le dit pas, on ose le dire. Donc du coup, on peut prévenir aussi nos clients, nos fournisseurs et tous les gens, quoi. Oui, puis c'est ceux qui sont dans le même secteur d'activité et qui le savent peut-être pas plus et qui sont victimes. Oui, il y a l'aspect diffusion et partage. Et partage. Comme on peut le faire dans un club. Exactement. Ouais, je pense. L'aspect communautaire, exactement. Nous, on a de plus en plus de fournisseurs et c'est une obligation quelque part d'avoir cette approche-là parce que on est tous dans le même bateau au final. La donnée. Et le fait d'en parler, d'expliquer ce que ça a coûté, je pense que pour le coup, pour les dirigeants, c'est également un argument. Ça a coûté tant de centaines de milliers d'euros à la boîte d'à côté, voire 2 millions. C'est le même problème que l'assurance. Hein. Tant que c'est pas arrivé quand même. Hein. Donc ils disent, nos dirigeants, ils disent oui, lui ça lui est arrivé, oui, mais ça coûte tant. Ouais, non, mais bon. C'est ouf, c'est arrivé à côté. Et la foudre tombe pas deux fois. Alors, pas toujours, hein, quand même. Moi, mes dirigeants, ça dépend par où ça arrive. Moi, mon patron, il a des autres copains qui sont aussi patrons. Quand eux, ils se prennent un petit truc, il vient me voir et il me dit et nous, comment il faudrait. Ça marche aussi côté dirigeant. Quand un dirigeant sait qu'un autre dirigeant a un problème, voilà. Ça passe aussi par le club des dirigeants, quoi. Les dirigeants entre eux, les clubs de dirigeants devraient communiquer. On devrait communiquer avec ces clubs parce que c'est quand même plus de poids quand c'est son homologue qui lui dit moi il m'est arrivé ça que si moi je vais lui dire tiens j'ai des copains ils se sont fait attaquer, on va me dire ouais c'est bon. Dans le monde de l'assurance, on a quelque chose qui s'appelle l'ORSA, qui est en fait un exercice que nous faisons tous les ans. C'est une évaluation du risque. Et tous les ans, nous faisons une évaluation du risque cyber. On joue un scénario à blanc avec tous les collègues de la DSI, avec les métiers. Et en fait, le seul objectif, c'est de chiffrer ce que coûte une attaque. Sur les différents postes en termes de perte d'exploitation, de tout, de remplacement du matériel informatique, etc. Et autant vous dire, quand vous présentez au conseil d'administration la facture, dans une certaine mesure, le regard que les dirigeants portent sur le sujet change. Ah ouais, ça coûte ça. Ah ouais, on ne peut pas fonctionner pendant autant de temps. Ah ouais, les répercussions sont ça. Les clients qui vont peut-être changer d'assureur, c'est ça. Ok. Ouais, je rejoins Christophe. Pour avoir travaillé dans un domaine d'activité très différent avant d'être chez Decat, tant que tu n'as pas été mordu, et je le vois au quotidien, évidemment, la cyber, personne ne peut dire que ce n'est pas important, mais c'est encore plus important quand on a eu à le vivre en réel, quoi. Ouais, ça reste, je crois, dans les top 3 des risques, des classements des risques managers. Hein. Je veux dire, malheureusement, le sujet n'a cédé pas véritablement de place, même si les risques géopolitiques actuellement sont peut-être passés en haut du podium. Il n'en reste pas moins que la cyber, je crois que c'est le risque numéro 2. Mais vous, les assureurs, vous avez un rôle à jouer. Hein. Vous essayez de le jouer, d'ailleurs. Les assureurs ont un rôle à jouer, oui, et les assureurs ont un rôle d'accompagnement également en la matière. Alors, mon groupe ne propose pas d'assurance cyber. Mais même sans proposer d'assurance cyber, j'ai de plus en plus de questionnaires liés à de l'assurance à remplir sur la cyber. Oui, bien sûr. Mais alors, c'est pas vu encore comme un conseil. C'est vu comme une obligation. Pour terminer avec Sébastien, on s'était dit que pour conclure, on avait finalement envie de vous présenter quelques leviers pour pouvoir améliorer globalement sa sécurité de sa supply chain. Et donc je vais laisser Sébastien conclure en vous présentant donc ce qui est pour lui ces 7 conseils. Oui, effectivement, des conseils, des leviers, mais surtout, à mon avis, 7 grands principes qui vont synthétiser un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Donc, on a parlé d'embarquer largement vos équipes au sein de l'IT, les directions achats, les métiers et les directions sécurité. Comprendre ces risques, ce que disait Guillaume,
le b.a.-ba, pas s'éparpiller, quels sont les vrais risques, quels sont les plus critiques et comment est-ce qu'on les couvre et comment est-ce qu'on les identifie, les fondations de sécurité. On a parlé de tout ce qui portait sur compromission d'accès distant, etc. Donc comment est-ce qu'on gère ces accès, comment est-ce qu'on fait la détection, tous les b.a.-ba, on va dire, de la sécurité. Collaborer au sein de sa filière. On l'a évoqué sur du partage d'expérience, on l'a évoqué sur comment est-ce qu'on partageait avec ses fournisseurs et comment est-ce qu'on partage avec ses clients aussi pour progresser. Avoir une vraie stratégie de cyber-résilience, utiliser l'écosystème et se préparer au pire, se tester et améliorer en continu et aussi tester ses fournisseurs et développer une vraie culture cyber au sein de l'entreprise. On a introduit là-dessus, on l'a beaucoup évoqué, la sensibilisation à la cybersécurité dans ses équipes, dans ses métiers et chez ses fournisseurs. C'est un aspect primordial. Merci beaucoup. Donc, on n'est pas mis à la porte encore de la salle. Donc, si certains d'entre vous, certaines ont des questions, on va les prendre avec plaisir. La première question, les outils. Alors pour ce qui est du SaaS, vous avez peut-être assisté ce matin, il y a une présentation du RSSI Group D4 avec Bimi, donc qui permet d'avoir une vue sur tous les logiciels SaaS qui sont utilisés au sein de votre entreprise. Donc je ne peux que vous conseiller de faire ça. Après, encore une fois qu'on a l'existant, les logs, les analyser et remédier, ça prend du temps. Et la deuxième question qui était... Ouais. Eh ben, c'est de la veille, on s'appuie sur des partenaires qui font par rapport à la liste de nos fournisseurs, etc. Exactement. Ouais. On fait à la fois de la veille externe et en interne également. Oui, au fond, également, monsieur. Je rebondis. Est-ce que vous exigez 2 fois par an d'aller voir ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, ça prend du temps. C'est tout ce qu'on demande. Le premier échange, c'est comment vous faites. C'est un combat entre les gros fournisseurs. Comment vous faites. On commence par un, mais plusieurs fournisseurs. D'accord, bah merci pour ce témoignage, du coup. Oui ? Ah. Ok. Une autre question éventuellement ? J'ai une question pour les fournisseurs. Souvent fournissent à plusieurs entreprises différentes. Et je dois avouer que souvent, les rapports, les lotins de sécurité sont parfois concurrentiels. C'est-à-dire qu'on oblige les gens à avoir certaines solutions de sécurité. Un autre, c'est une autre solution de sécurité. Pour certains fournisseurs de type PME, c'est parfois compliqué, entre guillemets, d'avoir les deux solutions parce que ça coûte cher. Est-ce que vous ne pensez pas que de temps en temps, ça serait bien aussi d'accompagner ces petits fournisseurs pour voir ce qu'on pourrait faire sur une solution, entre guillemets, ouais, t'en as parlé. Toi, est-ce que tu as... Enfin, je pense que la question, est-ce que toi, tu imposes certaines solutions. Après, nous, D4, on aime bien travailler avec les petits aussi. Donc, pour le coup, on a une approche plutôt ouverte. Et je suis d'accord avec l'idée de... Si on impose trop de choses, au final... nous, on y a un intérêt commercial à travailler avec ces fournisseurs-là. Donc, si on n'est pas non plus ouvert... vous les perdez. Moi, à titre perso, quand on m'a imposé des choses, on m'a imposé plutôt des méthodes et de l'organisation plutôt que des produits, en fait. J'ai pas eu le cas où on m'a imposé d'utiliser quelconque produit. Mais on essayait de m'imposer des méthodes qui étaient des méthodes hyper procédurières. Voilà, je sais pas, 5 caissons entre le service informatique et le reste de l'entreprise. Enfin,
des choses qui se voient dans les très grandes entreprises et qui ne se voient pas forcément dans les petites entreprises. Là encore, en fait, on l'a vu dans la facturation. Dans la facturation, avant qu'il y ait une structuration par l'État et une réglementation qui arrive à la police, là, tout le monde imposait en fait sa facturation en fonction de sa grosseur. Donc, il faut attendre un petit peu, parce qu'avec la structuration réglementaire, on nous imposera une norme et plus un monsieur. Et là, tout le monde va effectivement aller vers Ça va tirer tout le monde vers le haut. les éditeurs vers de la normalisation. Enfin, j'espère, parce que c'est ça. Une petite dernière, voilà, ça sera la question de la fin. Sur vraiment la partie supply chain, la logistique, tout ce qui est gestion de vos entrepôts, du delivery, des commandes, l'acheminement des biens, c'est quand même des systèmes assez spécifiques avec de l'outil, etc. Vous avez une politique de sécurité dédiée à ça, particulière, ou c'est celle globale de l'entreprise qui s'applique? Déjà, on a un nombre limité de partenaires par rapport à ces sujets-là. Donc, on n'a pas de politique dédiée, mais par contre, le fait de restreindre le nombre de partenaires, ça permet quelque part de les suivre de manière plus assidue. Tout est externalisé. Il n'y a rien en interne. Il y a beaucoup qui est externalisé. Ouais. Il ne me reste plus qu'à remercier nos intervenants, vous remercier pour votre présence et vous souhaiter surtout une très bonne fin de salon.